Si je choisis de prendre comme fin dernière mes valeurs particulières absolutisées, en quelque sorte, celles de mes intérêts psychologiques, ou ceux de ma classe sociale, ou celles de ma culture historique restreinte, particulière, un tel particularisme éthique exclusif va nécessairement se heurter aux valeurs particulières d'autres passions égocentrées, d'autres classes sociales, d'autres cultures ou d'autres idéologies religieuses. Étant devenues des absolus, ces valeurs particulières vont entraîner une intolérance à l'égard des autres valeurs particulières, alors que la tolérance éthique découlerait de leur admission au sein d'un projet de respecter le droit de tout homme à ces valeurs particulières, mais dans le respect et la limite du droit universel des autres. Donc c'est la thématique de la tolérance. Si je maintiens l'absolutisation particulariste, vous voyez qu'il faut distinguer particulier et particularisme ici. Si je maintiens l'absolutisation particulariste de ces valeurs, je vais donc procéder à mon affirmation de moi-même, donc du moi proprement dit, du moi singulier ou du moi collectif d'appartenance, par et dans la négation conflictuelle, plus ou moins directement, voire à la suppression de l'autre, ce qui est évidemment la limite de la négation de l'autre. Et c'est là que je rencontre évidemment la virtualité menaçante de la violence, car c'est précisément par ma réflexion délibérée que j'opère à présent l'absolutisation et l'illimitation de mes valeurs propres. Tandis qu'avant de procéder à cette option éthique, donc, je coïncidais comme un moi pré-réflexif avec ces valeurs, sans les réaffirmer encore de façon absolue. Je ne peux ici demeurer indifférent aux valeurs des autres, dans cette option particulariste, car mon éthique implique la reprise de mes particularités comme d'un absolu ou d'un inconditionné auquel les autres, qui me limitent, sont devenus des obstacles. Sauf s'ils partagent avec moi, bien entendu, ces valeurs que j'ai systématisées. Or, cette affirmation de ma particularité par la négation de celle des autres n'est rien d'autre que la définition de la violence particulariste. Toute violence est en effet se définit comme une action qui tente à la destruction de l'intégrité physique ou morale d'un individu par un autre ou par un groupe. L'affirmation de soi par et dans la négation oppressive ou suppressive de l'autre dans son altérité peut prendre des formes très diverses qui vont de la violence physique à la violence psychique, dans les relations affectives avec autrui, par exemple, puisque c'est un des déterminants, l'affection, l'affectivité psychique, et jusqu'à la violence symbolique, notamment par l'intériorisation des contraintes éducatives, qui engendrent souvent des violences ou des contraintes idéologiques, des contraintes discursives et imaginaires, de diverses propagandes politiques ou de divers prosélytismes religieux. Mais une doctrine politique peut se subordonner, alors je vais entrer dans quelques exemples, si vous voulez, avec vous. Une doctrine politique peut s'intégrer, peut se subordonner, peut être subsumée, si j'ose dire, dans une réflexion éthique, puisque ce sont des propositions que la culture me fait, en quelque sorte, ou nous fait. Et elle peut, évidemment, une doctrine politique, alors je prends un exemple de doctrine qui peut se subordonner, qui a d'abord, bien sûr, une existence et des fonctions sociales collectives, mais qui peut être intégrée comme répondant de manière conforme, précisément, à une finalité d'éthique universelle. Comme exemple, je prendrai le républicanisme. Bien sûr, tout le monde, je crois, peut y penser. Le républicanisme, qui est d'abord, avant tout, une théorie juridico-politique, parmi d'autres possibles. L'anarchisme, le monarchisme, le nationalisme, etc. Ce républicanisme peut, du point de vue éthique, en se soumettant par avance au choix réfléchi de la liberté universelle d'opinion politique, donc à un universalisme qui a une teneur éthique,
considérer donc comme une valeur éthique première, admettre d'autres opinions que les opinions républicaines et les soumettre au dialogue, au débat, ou à un vote majoritaire dans la sphère publique, mais que l'éthicien assume. Elle prend d'ailleurs alors le risque, comme cela est arrivé dans l'histoire, de se trouver dominée précisément par d'autres positions intrasociales, par un particularisme. Rappelons-nous l'élection d'Hitler dans un contexte républicain, par exemple. Mais si cette doctrine républicaine considère ces opinions particulières relatives au meilleur gouvernement comme ayant une valeur absolue, même en tant que républicanisme, elle va entrer dans un contexte qui va être celui d'une réflexivité éthique particulariste, contradictoirement, comme ayant une valeur absolue et autoritairement exclusive de tout autre. Elle devient une éthique particulariste qui peut, par des moyens violents, avoir pour but de supprimer par la violence tout élément de discussion ou de contestation de sa doctrine républicaine. On a la figure du doctrinaire républicain. Il y en a plusieurs dans l'histoire. On peut s'y arrêter un instant. Mais elle ne s'inscrit plus alors dans une éthique universelle de la liberté raisonnable. C'est ainsi que le gouvernement révolutionnaire de Robespierre, d'idéologie républicaine, vous savez bien, Robespierre était un grand lecteur de Rousseau, engendra une pratique de la terreur à l'encontre de tous ses opposants, supposés ou soupçonnés, soit de royalisme, soit d'anarchisme. Nous pouvons prendre d'autres exemples dans le domaine des idéologies religieuses. Une religion particulière comme le christianisme ou l'islamisme peut, en se soumettant par avance au principe de la liberté d'opinion religieuse, qui est évidemment une valeur de l'éthique universaliste, admettre la coexistence pacifique au sein d'un espace public laïque d'autres croyances juridiques raisonnables. Elle admet alors qu'un idéal raisonnable de droit puisse réguler, puisqu'il y a une dimension juridique aussi, d'appropriation juridique bien sûr de l'éthique, puisse réguler l'expression des opinions religieuses et philosophiques d'une société. Mais si, là encore, une doctrine religieuse, vous voyez, en tant que telle, finalement, elle n'est ni particulariste, ni universaliste comme telle. Si une doctrine religieuse pose ses dogmes particuliers comme la fin absolue d'un système éthique, exclusif de tout autre, elle dégénère en éthique particulariste, nécessairement violente à l'égard d'autres religions, voire d'autres éthiques, qu'elle va tendre à supprimer par des moyens matériels ou symboliques, également violents. C'est ainsi qu'en France, autre exemple que vous connaissez tous, durant toute la seconde moitié du XVIe siècle, les guerres de religion ont vu l'affrontement sanglant des catholiques et des protestants, auquel mit fin l'édit de tolérance de Nantes, d'ailleurs, en 1598. Au siècle suivant, en 1685, Louis XIV prononcera la révocation de l'édit de Nantes, ranimant ainsi les conflits interreligieux, jusqu'à ce que la Constitution républicaine rétablisse en 1791, au moins dans les textes, je dis bien au moins dans les textes, la liberté d'opinion. Malheureusement, comme nous l'avons vu, et en pleine contradiction, la même République aliénée à Robespierre ne respectera guère, pour son propre compte, la liberté d'opinion. Donc entre la Constitution prononcée et la réalité effective, il y a ici, bien sûr, souvent un écart. C'est ainsi encore qu'à l'heure actuelle, une certaine interprétation du message religieux de l'islam, dans le sens d'une éthique particulariste et violemment intégriste, refuse la soumission de la religion particulière à la liberté universelle d'opinion religieuse, ce qui est un aspect de la laïcité républicaine. Refus entraînant les pires violences que vous connaissez, que nous connaissons tous, les pires violences terroristes. S'il réfléchit sur son éthique, l'éthicien particulariste ne voudra pas admettre qu'elle repose sur un acte de la liberté, bien sûr, comme autodétermination métaphysique, entre guillemets, au sens où l'entend l'universaliste, puisque l'universaliste estime que son soi ne se confond pas avec son moi.
Alors évidemment, tous les universalistes n'ont pas la même théorie, la même ontologie, je dirais, des rapports de l'universel et du particulier, de l'empirique. Mais il est clair qu'il y a une certaine dualité, et je me réfère bien sûr à cette dualité, à cette structure anthropologique duale, non dualiste. La dualité n'est pas le dualisme, mais à cette bipolarité de la structure humaine, de la subjectivité humaine. Le particulariste, s'il est cohérent, ne va pas admettre qu'il y a effectivement en nous une puissance d'autoréflexion qui ne se confond pas avec la réflexion naturelle. Et par conséquent, parce que ce serait admettre une valeur universelle transcendant la particularité. Il fera donc de la réflexion à laquelle il procède. Les grands fondateurs de systèmes particularistes, on va donner des exemples, qu'ils soient nationalistes, racistes, intégristes, que sais-je. Bien entendu, ils procèdent à la réflexion. Mais ils font de la réflexion à laquelle ils procèdent cependant l'effet nécessaire d'une particularité, comme caractère. Alors là, c'est pareil, puisqu'il y a plusieurs modalités. Vous voyez, ça peut être un réductionnisme psychologique, ça peut être un réductionnisme social. Votre réflexion n'est que l'effet de réflexion de votre classe sur elle-même, à travers cette individualité que vous êtes, à travers votre moi. Et ce caractère peut être aussi un caractère ethnique, bien sûr. Le racisme, le procédé. Je vais y revenir à cette réflexivité, bien entendu. Donc il fera de même de la réflexion de l'universaliste qui s'oppose à lui et qui l'interprétera, elle aussi, comme un effet de sa particularité dans le débat. Il va prendre la forme très vite d'un conflit, en traitant éventuellement son adversaire éthique d'illusionné métaphysique, transcendantal. Nous avons parlé de système final ou téléologique, comme on dit en philosophie, pour désigner l'éthique. Or, un système peut être ouvert ou fermé. Je vais venir à mon second point maintenant. Un système peut être ouvert ou fermé. On voit que celui du particulariste tend nécessairement à se fermer sur lui-même, avec ceux qui partagent, bien sûr, tandis que celui de l'universaliste, a priori, et c'est le cas de le dire d'ailleurs, a priori, s'ouvre au dialogue. Il est ouvert aux autres, soit pour renforcer son accord, soit pour chercher à les convaincre dans une discussion raisonnable, soit plus radicalement pour comprendre ce qui le menace, ce qui l'a menacé, mais ce qui continue de le menacer, parce que s'il est partisan, s'il est convaincu, veux-je dire, de l'autonomie radicale du soi, ça signifie que le soi, comme va y insister, comme y a insisté Eric Weil, le soi peut toujours, ayant choisi la raison, choisir la violence. Le choix est radical. Et par conséquent, le choix de la raison n'est pas l'objet précisément d'un déterminisme, d'une constante déterministe. Et par conséquent, en quelque sorte, on peut dire que l'ennemi est dans les murs. La violence est en nous. La violence systématique est toujours une possibilité pour la liberté. Le sujet rationnel de l'éthique, lui, parlera de et à son adversaire, du moins s'il est fidèle à ses normes. Il lui parlera d'une autodissimulation, d'une liberté qui se dissimule à elle-même, ou d'une auto-aliénation de l'essence, alors terminologie plus philosophique, plus ontologique. Aliénation de l'essence de la réflexion, définie en termes de nature, physique. Évidemment, pour les philosophes, c'est très important. Psychologique, racial, social, etc. En d'autres termes, son adversaire en restera à l'interprétation de ce qu'on appelle la réflexion naturelle. Il va naturaliser la réflexion, puisqu'il ne croit pas du tout qu'il y a cette dimension à laquelle il faudrait être d'abord fidèle, cette dimension de transcendance ou de transcendantal à laquelle il faudrait être fidèle. Par conséquent, pour lui, c'est le moi empirique conditionné qui se dédouble, mais à l'intérieur de son empiricité conditionnée, déterminée, sans s'apercevoir comme un soi pur. Et le débat fondamental va porter alors à ce moment-là sur le sujet.
Les réductions naturalistes, psychologistes ou sociologistes vont se déployer. Donc il y a toute une gamme possible de déploiement de ces réductionnismes dans le cadre de l'éthique particulariste. Seul, donc, et je vais là rappeler les positions, les analyses de Weil, Éric Weil, seul donc l'éthicien universaliste pose explicitement la différence, puisqu'il pose une différence ontologique finalement dans le sujet. Il pose explicitement la différence entre liberté d'autonomie, qui est finalement la dimension de l'universel, et la nécessité, la dimension de la nécessité particulière. C'est donc l'éthicien, puisque l'autre est moniste, comme on dit. Pour l'autre, il n'y a qu'une réalité. La matière, l'empiricité, c'est tout. Même si elle se dédouble, même si elle se réfléchit en l'homme, ça demeure toujours de la particularité, du concret particulier. C'est donc l'éthicien universaliste qui pose clairement la séparation entre les deux systèmes de fin, entre les deux types de fins. L'éthicien particulariste ne supposant partout que des fins particulières. C'est bien ce qu'a souligné le philosophe Éric Weil, que je vais citer là, dans sa philosophie morale. Raison et violence ne se séparent pour l'homme, écrit-il, qu'après l'option pour la raison. Parce que quand cette option pour la raison s'est effectuée, effectivement, il est clair que c'est du point de vue du choix de la raison que va se réfléchir. L'universaliste a intérêt à positionner clairement les deux modes. Le particulariste étant moniste au sens naturaliste ne voit en effet dans le réel qu'une seule dimension ontologique, la nécessité naturelle, qui détermine les particularités ontiques. Liberté, raison et violence sont pour lui trois aspects inséparables d'une même réalité empiriquement éprouvée. Et il pourra bien aussi parler de sa liberté, point important, mais en entendant celle-ci comme la dépendance consentie à l'égard de sa nature particulière, à la manière d'une cause dont la volonté et les choix sont les effets. Il conçoit sa liberté comme spontanéité même, spontanéité dite naturelle, d'obéissance, de consentement à sa nature toujours particulière, réfléchie, approuvée, après coup, dans une réflexion également posée comme naturelle. Entre la réflexion systématique, positionnelle et la réflexion naturelle, donc il n'y a pas pour le naturaliste, il n'y a pas de différence de nature. Il est donc particulièrement important, me semble-t-il, de comprendre et de faire comprendre que la violence peut être la fin d'une éthique véritable et consistante, avec ses codes juridiques de loi, on va le voir tout à l'heure, avec ses vertus morales propres, formellement cohérentes et systématiques, prétendant argumenter pour elle-même et contre l'éthique universaliste. La violence n'est pas seulement le fait d'une expression spontanée, sporadique, anéthique, si j'ose dire. Elle peut être, de façon beaucoup plus dangereuse pour l'éthique de l'universel, une conduite cohérément délibérée, appuyée sur un discours d'affirmation de soi, conduisant à la négation oppressive ou suppressive de l'autre, réelle ou symbolique.